de retour sur le plateau de TV Finance. Je suis désolé, avant notre point bourse et le Minimag, j'ai oublié. Alors que pourtant, j'attends avec impatience son intervention hebdomadaire tous les vendredis sur le plateau de TV Finance. C'est le point stratégique d'Éric Gallec. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Éric d'être avec nous comme tous les vendredis. Vous êtes désormais directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan. Éric, vous êtes avec nous pour nous dresser le bilan de la semaine, nous expliquer quelles sont les variables macro, micro, géopolitiques, politiques qui impactent à la hausse ou à la baisse les indices et les marchés actions. Avant de rentrer dans le détail de votre revue de presse, d'une certaine façon, de votre revue d'actualité, on va faire un bilan de la semaine écoulée, bilan qui est pas bon. Il n'est pas bon et puis il se dégrade effectivement avec la dernière journée de la semaine, puisqu'ici on n'a que les 4 premiers jours de la semaine, puisqu'on fait un bilan du jeudi au jeudi. Donc on a une baisse donc, qui est plus importante, relevée donc, hier soir à moins de 6, près de 3% en Europe, et une baisse très limitée aux États-Unis, puisqu'on n'a que 0,4 de baisse, qui est quasiment insignifiant. On a donc par ailleurs un euro qui a progressé de 0,6% cette semaine. Ok, clair. Bah, écoutez, on va maintenant rentrer dans le détail de l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous. Alors je rappelle encore une fois, c'est du jeudi au jeudi. Il peut y avoir des informations, et notamment probablement le discours de Jérôme Powell hier, qui a eu un impact considérable sur l'évolution des marchés financiers, la hausse des rendements obligataires aussi qui bouscule ce matin l'esprit des investisseurs, mais également l'actualité qui, en toile de fond, crée du stress sur les marchés financiers, c'est la guerre au Proche-Orient. Exactement, donc on ne pouvait pas éluder évidemment ce qui se passe en Israël et dans la bande de Gaza et donc en Palestine. Voilà, les faits, on les vit heure par heure, jour par jour, avec le stress donc, de cette opération terrestre qui pour l'instant n'a pas vraiment commencé, avec finalement beaucoup de diplomates qui essayent de calmer le jeu, qui demandent instamment à Israël de faire preuve de retenue, etc., etc. On voit le pétrole qui finalement reste tendu mais ne flambe pas. Donc au total, c'est assez rare dans cette notation de l'actualité. J'ai quand même retenu cette dimension de l'actualité parce qu'elle est effectivement majeure, parce que c'est un risque ouvert qui est considérable, qui pour l'instant ne se réalise pas en termes de marché en tout cas. Donc j'ai laissé 0 comme notation pour rappeler combien c'est important et combien ça peut justifier une note très négative ou très positive dans les jours qui viennent. Ok, donc effectivement on attendra malheureusement, mais on attend effectivement de voir un peu comment va évoluer ce conflit entre le Hamas et Tsahal. Et probablement aussi en sous-jacent l'Iran et les États-Unis qui sont les deux puissances derrière qui pourraient décider un peu du sort de cette guerre. On va poursuivre vos actus avec le secteur des semi-conducteurs qui fait l'objet d'une guerre commerciale, guerre technologique entre Pékin et Washington. Cette semaine, 2 nouveaux rounds, les États-Unis qui ont interdit l'exportation de puces et de matériel de fabrication de puces à destination de la Chine. Ce matin, c'est les autorités chinoises qui ont décidé de placer de demander pas des quotas mais des licences spécifiques. Voilà, donc tout ça finalement ça impacte, j'imagine que ça impacte négativement le secteur des semi-conducteurs. Et si on zoome ASML, Nvidia, bon, elles en pâtissent inévitablement. Voilà, c'est le deuxième point de l'actualité de la semaine, c'est qu'effectivement les deux grands leaders en quelque sorte des semi-conducteurs, ASML donc, qui est un producteur de biens d'équipement à destination de l'industrie des semi-conducteurs, et Nvidia qui est un producteur donc, de composants spécifiques utilisés notamment dans les applications d'IA. Ces deux stars de la cote souffrent un petit peu. Effectivement, ASML a publié des prises de commandes en baisse de 42% sur un trait, c'est quand même beaucoup. Nvidia, effectivement, souffre de ce que vous avez rappelé à l'instant, à savoir les restrictions d'exportation vers la Chine et les mesures de rétorsion chinoises. Tout ceci n'est pas bon pour le secteur des semi-conducteurs, qui est quand même un secteur extrêmement stratégique à tous les niveaux, et évidemment au niveau boursier, sur les marchés financiers aussi. On le voit, et d'ailleurs nos signaux, nos algorithmes stratégiques, notre algorithme de moyen terme est négatif, est passé à la vente sur ASML. Donc c'est à nouveau un exemple qu'un segment important de la cote est en train de craquer en quelque sorte, ce qui évidemment est négatif. Et évidemment négatif. Alors on va parler de l'actualité française maintenant, et européenne, mais surtout française, ça a fait l'actu. Mais c'est passé un peu en travers des radars boursiers.
c'est la réforme du marché européen de l'électricité qui est censée, par la force des choses, tirer vers le bas les prix de l'électricité. Alors c'est effectivement, de mon point de vue, une nouvelle d'ordre politique, donc un accord qui a été trouvé donc, au Parlement, enfin, au Conseil de l'Union européenne plutôt, au niveau européen donc bien sûr, pour mieux contrôler ce marché de l'électricité. Et c'est un sujet important, c'est pour ça que j'ai relevé cette nouvelle, elle est positive, ça permet de limiter le côté négatif de cette semaine, mais effectivement, moi je considère que c'est un élément favorable, c'est donc l'idée de favoriser des contrats à long terme entre les producteurs d'électricité décarbonés et les États et les industriels, avec des systèmes d'options, donc des CFD, qui permettent en fait de contenir la volatilité des prix. C'est absolument essentiel et c'est une grande, je pense, une victoire européenne, une victoire politique européenne, qui j'espère sera suivie par d'autres pour rehausser un petit peu l'image que l'on a de l'Europe au sein donc, des différents pays. Et donc pour moi c'est plutôt positif. Et alors pour vous en tant qu'analyste financier, c'est positif. Pour vous en tant que consommateur, c'est positif aussi. Oui, c'est positif parce que ça va limiter l'hypervolatilité donc de ce marché. Vous y croyez? Vous pensez que c'est oui, une mesure qui a du sens? C'est des mesures qui existent. L'Europe a toujours mis en place des systèmes de sécurisation, de fixation des prix sur la base de contrats long terme. Ça a été le cas dans la politique agricole commune pendant longtemps. C'est le cas ici sur les prix d'électricité et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ok, très clair. Merci. On va finir ce tour de l'actualité par la situation macroéconomique aux États-Unis, particulièrement le marché de l'immobilier qui envoie des signaux contraires tous les jours, tout le temps. Ceci étant, les ventes de maisons anciennes continuent de chuter, malgré un rebond quelques mois auparavant. Je pense que sur ce sujet, alors j'ai pris cette statistique puisqu'elle montre, le graphique est très clair, qu'on est au plus bas depuis quasiment 25 ans. Il faut remonter, je dirais, à la période finalement des subprimes pour avoir un tel niveau aussi faible sur les ventes de maisons anciennes. Donc c'est existing home. Donc les ventes de maisons anciennes, donc le marché... le marché de la seconde main de la revente. En quelque sorte, et ça montre bien que le marché est congelé, il n'y a plus de transactions, il y a des transactions très limitées, ici on le voit d'une façon très très claire. Il faut être à nouveau malheureusement clair sur la situation du marché de l'immobilier, on est à la veille d'un crack, d'une baisse, une crise immobilière profonde, on le sait. Des deux côtés de l'Atlantique où là on est focus. Arrêtez de croire que les prix ne vont pas baisser, qu'il y a de la demande finale, c'est pas vrai. L'immobilier, c'est les taux d'intérêt. Voilà, inversé. C'est ça, ce que vous voulez dire en gros, c'est que si les banques coupent l'accès au crédit aux particuliers, eh bien le marché de l'immobilier va mécaniquement s'effondrer. Pourtant, alors vous avez raison, c'est évidemment le mécanique. Ce matin, les Échos disaient quand même que pour l'instant, les vendeurs résistent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore baissé leur prix, mais c'est qu'une question de temps. Ça se passe toujours comme ça, il n'y a pas besoin d'être grand clerc ou de sortir de Polytechnique, c'est pas la peine de faire des grandes études, ça se passe toujours comme ça. Il y a une phase d'attente, on ne vend plus, on n'achète plus, le marché est congelé, c'est le cas depuis des mois, et partout, à Londres, à Paris, il y a peu de transactions, et les prix, ils baissent ou ils baissent pas, ils baissent un peu, avant la vraie baisse, c'est simplement... Pourquoi est-ce que les gens n'y croient pas? C'est parce qu'on ne l'a pas vécu depuis 25 ans, c'est tout. Mais on l'a vécu dans les années 90, alors ça remonte, effectivement, ça remonte. Le point bas, c'était 97 sur le marché français, et malheureusement, il est évident qu'on va le vivre parce que les taux sont à 5% sur le 10 ans US, c'est-à-dire que les taux hypothécaires à 30 ans sont à 7,5 ou 8, c'est gigantesque, et donc évidemment, l'immobilier va craquer dans les mois qui viennent. Ok, très clair. Écoutez... écoutez, on va observer ça avec grande attention. Eric, la synthèse est donc négative, même si vous avez réussi à placer un 0 quand même. J'ai réussi à placer un 0 en quelque sorte, juste pour rappeler ce risque extrêmement qui est source de très stress. Qui pour l'instant est stable, c'est pour ça que j'ai mis 0. Après, 0 est tout à fait possible. Et puis 0 a du sens en plus. On peut aussi mettre moins 2, moins 3, moins 4, moins 8, c'est déjà arrivé. Donc ici on est à moins 1, donc on a une dégradation à nouveau du niveau du risque, qui je le rappelle reste très élevé, au niveau donc de cette mesure la plus objective possible du risque. La deuxième mesure qu'il faut faire lorsqu'on pratique les marchés financiers, c'est la mesure de la dynamique des prix. Et là, on inverse.
Prix à ne pas confondre avec valorisation. C'est la deuxième dimension, je le rappelle. La première dimension, c'est la mesure de risque que je fais tous les vendredis ici, en faisant évoluer finalement une note de risque en fonction de l'actualité. Et à côté de ça, il faut impérativement avoir un suivi de la dynamique des prix, puisque les prix sont auto-entretenus d'une façon générale et obéissent à des règles très différentes. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'effectivement le momentum est en train de s'épuiser et que le marché est très très proche de la phase de correction. Et lorsqu'une phase de correction commence, elle dure parce que voilà, on est dans les processus auto-entretenus. Et quand les arbitrages vont se faire entre les actions et les obligations, lorsque les investisseurs vont comprendre que les actions sont beaucoup trop chères, et finalement beaucoup trop chères, qu'elles sont encore en hausse depuis le début de l'année, et qu'en face, on a des taux à 5%, aux États-Unis en tout cas, il n'y a pas besoin d'être très malin pour savoir qu'on va vendre des actions pour aller sur les obligations, d'autant que le risque est élevé, d'autant qu'on va vers une période récessive et qui va menacer les prévisions de bénéfices d'entreprise. Ouais, donc inévitablement, c'est un peu comme le marché de l'immobilier. Vous dites que là, on est sur une espèce de statu quo, mais que la capitulation est pour bientôt, d'une certaine façon. Avec tous les éléments. On va déjà corriger, puis après capituler. Mais il y a toujours cette idée que les axes sont incassables, que quoi qu'il arrive, l'État sera là, les banques centrales seront là. On a vu le discours de Powell, effectivement, que j'aurais pu aborder dans cette chronique, et qui est plutôt négatif, effectivement. Donc au total, oui, il y a du danger à être sur les actions. Donc on considère toujours que, en tout cas pour les investisseurs qui ont un niveau de risque faible ou moyen, donc prudent ou équilibre dans les profils de risque habituels, il ne faut pas être sur les actions aujourd'hui, c'est évident. Okay. Alors il ne faut pas l'être de mon point de vue depuis un an. Alors il y a une période au premier semestre où effectivement on a eu un phénomène d'inertie et de dynamique des prix qui ont fait que ça a continué de progresser. Mais ici on se retrouve face malheureusement à une situation qui est quand même très complexe et donc effectivement nous sommes inquiets. Ok, très clair. Écoutez, merci Eric pour toutes ces précisions, pour votre œil, vos analyses. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan avec nous tous les vendredis matins pour nous livrer votre sentiment à l'égard de l'évolution des marchés actions à l'aune de l'actualité macro, micro, géopolitique et politique. Merci Eric d'avoir été avec nous. Vous êtes donc directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan. On marque une pause et on se retrouve juste après pour notre point bourse. À tout de suite.